Très heureuse de vous savoir au rendez-vous de votre espace purement féminin. Mesdames et messieurs, bonjour. À l'issue des élections législatives du 8 janvier 2023, elle a pris place au Parlement pour le compte de la 9e législature. Membre du parti politique Union progressiste Le Renouveau, elle nous vient de la 20e circonscription électorale. Mesdames et messieurs, j'ai le plaisir de recevoir pour vous Denise Maouti Degbedi, épouse Odumburo. Honorable, bonjour et merci d'être avec nous aujourd'hui. Bonjour madame le journaliste, le plaisir pour moi. Très bien. Alors lorsque vous étiez sur les bancs, vous avez fait la série D qui est une série purement scientifique. Est-ce qu'à l'époque c'était un choix de raison ou de hasard? Merci beaucoup. C'est d'abord un choix de raison parce qu'en son temps je voulais faire les études sur l'homme. Je voulais faire la médecine. C'est ça. C'est ça ce qui m'a amené à choisir la série D en son temps. Et ça m'a permis d'avoir le bac D. C'est ça. Mais 3 ans plus tard, vous avez eu un second baccalauréat en série G3. Que cherchez-vous concrètement? Ok, merci beaucoup. Il faut dire, après le bac D, quand j'ai commencé l'université, j'ai d'abord fait la série CBG. Ben, ça n'allait pas. Nous avions connu l'année invalidée en son temps. Donc c'est ça qui m'a amené à dire qu'il vaut mieux faire une école professionnelle. Et pour faire l'école professionnelle, dans mes recherches, on m'a conseillé avec mon époux, celui qui était mon copain en son temps, et j'ai choisi ensemble, j'ai choisi la série technique, la gestion commerciale précisément. Est-ce que vous avez choisi cette série tout simplement parce qu'on vous l'a conseillé ou c'était comme une question de passion? Bon, la passion, c'était la médecine, mais ça n'a pas pris. Et on m'a conseillé et aussi en son temps, c'est une filière qui était recherchée. C'est ça. Donc, parce qu'avant de faire le choix d'un métier, il faut voir aussi après la formation, est-ce que vous pourrez l'exercer. Voilà, donc c'est pour ça, bon, dans les discussions avec les aînés et précisément mon époux, donc on a choisi la gestion commerciale. C'est ça. Voilà. Et après, vous avez obtenu un master en administration de gestion commerciale, puis un certificat d'études avancées en droit international de la concurrence et programme de la conformité. Mais en termes clairs, en quoi consistent réellement ces différentes études-là que vous avez faites? Ok, je voudrais d'abord rappeler, j'ai dit tantôt que j'ai eu le bac D, mais quand je me suis retrouvée dans la série technique et commerce, j'ai dû reprendre le bac pour avoir un bac G3. Oui. Donc c'est après ça que j'ai fini la première formation niveau 1. C'était l'INE, l'Institut national d'économie, donc où j'ai eu le DTS, diplôme de technicien supérieur en gestion commerciale. Donc après ça, j'ai fait une expérience professionnelle dans une école, dans une entreprise privée où j'ai fait une dizaine d'années. C'est au cours de cette expérience que j'ai repris encore la formation pour faire le second cycle, où j'ai été à l'ENIAM, École nationale de l'économie appliquée de management. C'est ça. C'est l'ancien INE qui est devenu ENIAM. Donc, j'ai fait le second cycle là pour avoir le Master 2 que nous appelons, qui m'a donné le titre d'administrateur en gestion commerciale. Donc, on dit souvent administrateur de commerce, administrateur de commerce. Justement, en parlant de l'administration de gestion commerciale, il faut dire que ce n'est pas pour exercer forcément en tant que commerçante. Vous connaissez très bien le ministère en charge du commerce et de l'industrie pour avoir été à la tête de la direction de la concurrence et de la lutte contre la fraude. Déjà, comment êtes-vous entré dans ce ministère-là? Merci beaucoup. Et après avoir fait mon expérience dans le secteur privé, après une dizaine d'années, j'ai passé le concours d'entrée en fonction publique. C'est ça. Et ce concours m'a amené au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Donc, lorsque je suis rentrée dans ce ministère, j'avais déjà une passion pour ce qu'on appelle la concurrence, la matière, la concurrence. Parce que quand on faisait le second cycle à l'ENIAM, on a eu à nous parler, on a eu ce module de matière appelée concurrence. Donc ça m'avait vraiment passionné. Mais en quoi consiste cette matière? Voilà. Donc la concurrence, quand on dit concurrence, c'est la compétition. Okay. La compétition, lorsque sur un secteur économique donné,
plusieurs acteurs qui fabriquent le même produit ou bien des produits similaires ou bien des produits qui peuvent répondre aux mêmes besoins. Voilà, donc chaque entreprise cherche à faire mieux pour attirer la part de marché la plus importante. Donc c'est cette compétition que nous appelons la concurrence. C'est ça. Voilà, donc c'est ça la concurrence. Mais au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, la concurrence, ce n'est pas pour que je puisse faire sur le marché et faire de compétition sur le marché, mais comment éditer les règles de concurrence, les faire appliquer pour que tous les acteurs d'un même secteur puissent avoir les mêmes conditions de compétition. Que tous les acteurs puissent compétir dans les mêmes conditions. Ça. Donc, c'est ça la concurrence au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce. Et ça portait fruit quand vous faisiez tout ça au ministère, vous avez satisfaction à ce moment-là? Exactement, exactement. Puis c'est vrai, le ministère de l'Industrie et du Commerce a, entre autres, pour mission la mise en œuvre, la mise en application des textes de loi et décrets et autres. Donc, amener les acteurs à appliquer les tests pour que tous ceux qui sont dans le secteur du commerce, chacun puisse tirer son épingle du jeu. C'est ça. Donc, voilà une des missions. Donc, et dans cette mission, il y a le côté concurrence pour que tout le monde, que ce soit les opérateurs économiques, que ce soit l'État aussi, comme le consommateur, surtout le consommateur. Puisque sur un marché, il y a 3 acteurs économiques. Et il y a l'opérateur économique qui offre, il y a le consommateur qui achète et il y a l'État qui régule. C'est ça. Voilà, donc c'est ça la mission. Et j'ai trouvé, ça m'a plu. J'ai beaucoup aimé cette matière. C'est ça. Et cette expérience, ça m'a beaucoup édifié. Mais comment est-ce que ça se passait? Puisque d'un autre côté, vous avez poursuivi vos études pour avoir un certificat, comme je l'ai dit tout à l'heure. Nous savons qu'être directrice, c'est une grande responsabilité. Mais comment est-ce que vous vous débrouillez en ce moment-là? Oui, il faut dire, c'est au cours de cette profession, c'est-à-dire ce cheminement au niveau du ministère de l'Industrie et du Commerce, puisqu'il y a une direction qui s'occupe de la concurrence. C'est ça. Et bizarrement, on m'a affecté à cette direction. C'est vrai, il n'y a pas de hasard dans la vie, on dit j'aimais la concurrence. Et sans demander, quand je suis arrivée au ministère de l'Industrie et du Commerce, on m'a affecté à cette direction et ça m'a plu. J'ai fait mon expérience avant qu'on me nomme après directrice de la concurrence. C'est vrai, j'étais directrice de la concurrence, j'ai été directrice de la concurrence depuis 2016. Mais c'est en 2013-2014 que j'ai spécialisé ma formation. Et le droit politique international de la concurrence. Voilà. Donc, c'est au cours de mon parcours au ministère, dans cette direction, il faut dire, c'est la commission de l'UEMOA qui a eu ce programme, parce que la commission de l'UEMOA s'est rendue compte qu'il n'y a pas d'experts en concurrence. C'est une nouvelle matière. Et qu'il fallait... Voilà, il fallait former des gens. Pourquoi? Parce que, vous savez, en concurrence, nous avons plusieurs niveaux de concurrence. Lesquels? Il y a le niveau national que nous gérons, mais il y a également le niveau régional. Puisque nous sommes dans une zone économique régionale avec certains pays. Si je prends la première zone, c'est l'UEMOA. Et là, il y a des règles de concurrence qui sont fixées au niveau UEMOA. Et après, il y a aussi le niveau CEDEAO, il y a des règles de concurrence aussi. Il y a une législation de la concurrence au niveau CEDEAO. Donc, d'abord, c'est au niveau de l'UEMOA. L'UEMOA s'est rendu compte, pour mettre en application, il faut former les agents. Et c'est là que nous avons été sélectionnés. Donc, depuis 2013, la commission de l'UEMOA forme et envoie en formation 2 agents de la structure de la concurrence de chaque pays. Donc, c'est comme ça que j'ai été formée, 2013-2014, pour me spécialiser dans cette matière. C'est ça. En parlant justement de l'UEMOA, vous avez participé à plusieurs réalisations d'enquêtes commanditées par l'UEMOA, justement, dont vous êtes même membre
Depuis 2018, vous êtes membre du comité consultatif de la concurrence. Vous avez donc apporté votre pierre à la réalisation de plusieurs enquêtes dans plusieurs secteurs. Celui de la bière et des boissons gazeuses sucrées au Bénin, par exemple, c'était en 2015. Racontez-nous un peu comment ça s'était passé. Ok, merci. Je voudrais rappeler que cette enquête a eu lieu une première fois en 2011. En 2011, la commission de l'UEMOA s'est dit il faut voir comment se trouve l'état de la concurrence dans ce secteur dans les 8 pays. C'est ça. Et ça a fait que nous avons fait une première enquête. Maintenant, en 2016, et en 2015, pardon, il y a eu une plainte. Il y a une plainte de chez nous où les demi-grossistes de ce secteur, en son temps, ont porté une plainte contre un des acteurs du marché béninois. Et cette plainte a été portée au niveau de la commission. Et pour étudier et examiner cette plainte, nous avons été sollicités pour travailler aux côtés de la commission de l'UEMOA. C'est là que nous avons mené l'enquête en question. C'est ça. Et cette enquête a abouti? Comment ça s'est passé? Exactement. L'enquête a abouti et des décisions ont été prises. Des acteurs ont été sanctionnés. Et je ne voudrais pas donner les noms des acteurs ici sur ce plateau, mais les acteurs ont été sanctionnés puisqu'il y a eu une procédure en la matière. Lorsque la plainte est déposée, on mène des enquêtes, on fait des auditions, dont la commission de l'UEMOA est venue au Bénin avec nous. Nous avions rencontré les acteurs, les différents types d'acteurs, les producteurs, les distributeurs, les grossistes, les détaillants, tout le monde. Nous les avons rencontrés, nous les avons auditionnés. Il y a eu des procès-verbaux, donc c'est après ça que le comité consultatif de la concurrence, composé de 2 personnes, 2 experts par pays, ce comité s'assied pour examiner et pour la proposition de décision. Et pour le cas du Bénin, une décision avait été prise et un des acteurs a été sanctionné et payé, et a même payé une amende de 50 millions dans la caisse de la commission de l'UEMOA. C'est ça. Que ce soit pour les ateliers, pour les formations, pour d'autres tâches, vous avez dû parcourir plusieurs pays. Passionnant tout ça, non? Oui, vraiment, j'avoue que c'est vraiment passionnant. Et j'ai beaucoup aimé, Nous avions eu à faire beaucoup d'ateliers au niveau régional comme national. Et au niveau de l'UEMOA comme au niveau de la CEDEAO. Donc j'avoue que je n'ai pas regretté d'avoir fait ce choix de cette matière, la concurrence qui est vraiment passionnante. Alors en 2018, honorable, vous avez été nommé par décret numéro 2018-194 du 28 mai 2018, membre du conseil d'administration de l'agence de promotion des investissements et des exportations à pièces. Est-ce que c'était la prime aux différentes missions que vous avez effectuées au sein du ministère? Ok, merci. Vous savez, APIES, c'est l'agence de la promotion des investissements et des exportations. Et on parle du commerce, bien sûr. Donc, pour le conseil d'administration de cette agence, il fallait qu'un représentant du ministère de l'Industrie et du Commerce y soit. Et c'est à ce titre que mon ministre m'avait fait confiance en moi pour faire ma proposition et j'ai été nommée membre du conseil d'administration. Il faut préciser que vous avez travaillé pour gagner cette confiance-là de... Oui, puisqu'il y a l'expérience aussi. Je suis rentrée dans le ministère de l'Industrie et du Commerce en 2009. Après avoir fait mes expériences dans le privé. Donc, 2009 jusqu'en 2018, vous voyez, donc, il y avait déjà une expérience. Donc, on a tenu compte aussi de ça. L'expérience niveau national, niveau régional aussi. Et ça, je crois que c'est ça qui a amené les autorités en son temps pour me demander de représenter le ministère dans le conseil d'administration de cette agence en son temps. Est-ce que tout au long de votre expérience professionnelle, vous avez vécu un événement heureux ou malheureux? Bon, les événements, je vais dire que les événements étaient des événements heureux pour moi. Et l'événement le plus heureux, c'est quand, vous savez, la direction de la concurrence a été une direction de répression. Et la répression, lorsque vous arriviez à faire
c'est-à-dire à amener des gens à respecter les tests, vous êtes fiers. C'est ça. Parce que les tests sont élaborés, sont adoptés pour régler un problème. Mais lorsque ces tests ne sont pas mis en application, ou bien quelqu'un se lève et fait ce qu'il veut, vous voyez, c'est l'injustice. Moi, je n'aime pas l'injustice. Donc, le respect des tests constituait des événements heureux pour vous, on va dire. Chaque fois que j'arrive à faire respecter des tests, je suis très fière. Et surtout, parce que dans ce respect des tests, je vise surtout la protection du consommateur. C'est le second volet de ma mission quand j'étais directrice de la concurrence, la protection du consommateur. Tout le monde est consommateur, donc l'intérêt du consommateur, il ne faut pas brimer le consommateur. Il ne faut pas faire des fraudes pour empêcher le consommateur de faire son choix dans la liberté. Donc, vous voyez, tout ça, c'est passionnant. Maintenant, événements malheureux, bon, je n'en ai pas connu autant, mais il faut dire, lorsque j'ai eu à conduire un dossier une fois, qui m'a amené au niveau du tribunal, donc je vais dire que c'est malheureux, mais c'est aussi formateur, parce que ça nous a permis de mieux nous organiser. Et ce dossier nous a permis de mieux nous organiser pour que les procédures soient mieux respectées. C'est aussi une expérience. C'est une expérience aussi. Alors, depuis février 2023, vous avez été installé au Parlement en tant que député de la 9e législature. À quand remonte votre entrée en politique? Merci beaucoup. Mon entrée en politique, vous savez, je faisais la politique, mais à ma manière. C'est ça. Quelle est cette manière-là? Et j'étais avec les parents, précisément avec mon papa. Donc c'est lui qui était vraiment connu, vraiment connu politicien. Donc je travaillais un peu avec lui. Donc je touchais un peu à la matière, un peu. Et maintenant, c'est en 2021 que le papa, bon, étant un peu fatigué, a commencé à me mettre devant la scène. Donc, c'est là que je me suis retrouvée sur la liste pour participer aux élections du 8 Donc, janvier. on va dire que papa a été plus ou moins votre mentor en la matière. Voilà, c'est lui mon mentor. On dit souvent que la politique est un monde dangereux. Est-ce que ça ne vous fait pas peur? Bon, c'est vrai, ça, les gens le disent. Moi-même, avant, j'avais peut-être peur. Pour ce que j'entends dire, oui, la politique, dans la politique, il y a ci, il y a tout. Bon, je n'ai pas encore mené les enquêtes pour dire oui ou non. Mais pour les quelques mois que moi j'ai fait jusque-là, je ne m'inquiète pas pour tout ce que j'ai eu à entendre. Mais il faut aussi dire, et ça dépend aussi du milieu de votre parti politique. Je suis dans un parti politique UP, Union Progressiste de Renouveau, où c'est des responsables. C'est des responsables. Parce que, on dit souvent, lorsque la femme se retrouve dans certains milieux, bon, c'est qu'elle est obligée de se livrer. Non. Mais est-ce que dans tout ça, vous avez le soutien de votre époux? Exactement. J'ai vraiment son soutien. Si je dois même dire, c'est lui qui m'a encouragé à aller, parce que lui m'a toujours dit, toi tu feras la politique, mais j'hésitais. Il avait une certaine confiance en vous. Voilà, il avait une confiance en moi. Donc c'est lui qui m'a dit, oui, vas-y. Et j'ai toujours son soutien. Je profite de ce plateau pour lui dire encore merci. Parce qu'effectivement, pour une femme, ce n'est pas facile quand vous n'avez pas le soutien de votre époux. C'est ça. Ce n'est pas du tout facile. Parce que vous devez gérer le foyer et maintenant aller à des réunions, aller répondre, aller rencontrer les populations. Bon, ce n'est pas facile. Mais quand vous avez le soutien de votre époux, c'est moins difficile pour vous. D'accord. Honorable, dites-nous, si la réforme politique qui a permis aux femmes d'être plus présentes au sein de l'hémicycle n'avait pas vu le jour, auriez-vous pu accéder au Parlement en 2023? Merci beaucoup. C'est une question très importante. S'il n'y avait pas eu cette réforme, moi, je ne serais pas là aujourd'hui. Peut-être que je viendrai, mais pas aujourd'hui. C'est ça. Non, pas aujourd'hui.
Et je profite pour saluer ceux qui ont pensé cette réforme. Et je vois que c'est une très belle réforme. Vous allez voir, nous les femmes, on dit souvent que ce n'est pas notre milieu, la politique, la femme ne doit pas faire la politique. Et vous allez constater pendant longtemps, plusieurs législatures, les femmes, vous allez trouver 2, 3, 4, 5, mais on n'a jamais encore vu 10 femmes. Quand cette réforme est arrivée, elle a permis d'avoir systématiquement 24 d'abord, avant que celles qui ont été positionnées sur des autres listes sont venues et nous sommes aujourd'hui 29. Et quels sont vos grands objectifs en tant que parlementaire pour cette législature? Oui, pour cette législature, mon premier objectif, c'est de travailler à ce que cette réforme qui m'a permis d'être là puisse continuer et descendre au niveau des élus locaux. C'est ça. C'est-à-dire, vous savez, la réforme a fait que dans une circonscription électorale, il y a toujours une femme qui est positionnée. Bon, mais il faut que nous puissions travailler à ce que, au niveau des mairies, nous puissions aussi avoir des femmes maires, des femmes conseillères. Nous en avons besoin. Parce que pourquoi? Quand on dit femmes, vous savez, nous sommes les plus nombreux. Absolument. Les plus nombreuses, 52%. Mais celles pour décider pour prendre une décision au niveau de l'État, au niveau de la population, mais nous ne sommes pas nombreuses en ce moment à participer à la prise de décision. Donc ça pose un problème. Ça pose un problème lorsque la plus grande partie de la population est écartée. Et vous comptez renverser cette tendance-là? Exactement, c'est ça notre objectif. Travailler à ce que nous ayons, la réforme soit poursuivie pour qu'au niveau communal, on ait aussi des femmes et au niveau des villages et quartiers, on ait aussi des femmes. Vu votre parcours, on va dire de 1999 à la date d'aujourd'hui, pensez-vous avoir réussi entièrement votre vie ou vous avez d'autres ambitions qui viennent? Merci beaucoup. Un poste ministériel, par exemple? Non, vous savez, à n'importe quel niveau où vous êtes, si vous devez travailler pour l'épanouissement de votre population, il n'y a pas ce niveau-là. Vous n'êtes pas obligé d'être ministre, vous n'êtes pas obligé d'être député d'abord, non. Même une simple conseillère à la base peut apporter. Quel que soit là où vous êtes, vous pouvez apporter. Maintenant, vous demandez si j'ai le sentiment d'avoir réussi, je vais dire oui. J'ai le sentiment d'avoir réussi, puisque j'ai fait une expérience qui n'est pas mauvaise. Et qui n'est pas mauvaise, pardon. Une très belle expérience d'ailleurs. J'ai fait une très belle expérience et je ne regrette pas. C'est ça. Je ne regrette pas et je crois que toutes ces expériences vont aussi m'aider là où je suis actuellement pour qu'on puisse sentir. Puisque moi, quand on me confie une mission, j'aime toujours réussir. Je n'aime pas l'échec. Quand on me confie une mission, j'aime réussir. Je me donne pour réussir. Voilà. Et on sait que être dans une vie professionnelle, politique, on n'a souvent pas assez de temps pour la famille. Alors que vous êtes mère de famille, pendant ce temps, est-ce que les enfants ne souffrent pas de votre absence, l'amour maternel, tout ça? Comment est-ce que vous vous en sortez? Vous avez pleinement raison. Et tout est question d'organisation. Dans la vie, il faut s'organiser. Parce que quand nous, surtout femmes, on continue à dire oui, bon, je dois faire ci au ménage, je dois faire ci, je dois faire ça, on ne va pas contribuer vraiment au développement de notre pays. C'est ça. Non. Donc, c'est une question d'organisation. On essaie de gérer les deux, pour ne pas dire les trois, et mieux organiser et être patient. Mieux organiser et être patient. Avoir surtout un époux qui soutient. Voilà. Et être patient aussi, il y a aussi, nous avons souvent, nous femmes, nous avons tendance, quand nous nous retrouvons à certains niveaux, à certaines positions, on a tendance à croire que nous sommes vraiment égales à l'homme. Non. Ce qui n'est pas le cas. Ce n'est pas bon. Donc, même quelle que soit votre position, vous êtes femme de ménage, vous demeurez femme de ménage. C'est vrai, devant la loi, nous sommes égaux.
Mais quand on rentre dans le ménage, ne cherchez pas à avoir une égalité dans le ménage. Si vous commencez de cette manière, vous allez échouer. Donnez à l'homme sa place. Voilà. Je ne dis pas que la femme est l'esclave de l'homme. Non. Non, pas du tout. Ça se comprend très bien. Voilà, on se comprend. Nous tendons vers la fin de cette émission, mais avant de la descendre, nous allons creuser un peu dans votre intimité à travers ces petites questions rituelles sur cette émission. Honorable Degbedi, si vous était demandé de trouver 2 premiers adjectifs qui vous qualifient, lesquels seraient-ils? Bon, il y a la rigueur et il y a la justice, surtout la justice. Voilà. Et quel est votre plus grand défaut? Mon défaut, c'est que je suis un peu trop rigoureuse. Parfois, je me rends compte que ma rigueur est un peu trop. Parce qu'il y a des circonstances où il faut être relax. Mais quand je me fixe un objectif, je dis voilà, c'est comme ça doit être, je tiens. Bon, parfois ce n'est pas toujours bien. Il faut à un moment donné baisser les bras. Donc ça, c'est ce qu'on me reproche, que moi je suis trop rigoureux. Bon. Et quand vous avez envie de vous éclater, après la pression du boulot, toute la rigueur qu'on vous connaît, qu'est-ce que vous faites? Quels sont vos loisirs préférés? Bon, mes loisirs, il y a la musique, il y a la danse. J'aime danser. Ah bon? Ça, là, j'avoue. Quel type de danse, par exemple? Tout type de danse. Tout type, quel que soit... quand on est au Bénin, si vous prenez la danse du Sud, je suis dedans. La danse du Nord, je suis dedans. Les Agbadja et autres, je danse tout, quel que soit le rythme. C'est ça. Si j'entends le rythme, je m'adapte. J'ai bien envie de vous demander de danser, mais nous, le temps ne va pas nous le permettre. Depuis mon enfance, j'aime danser, chanter, danser, j'aime danser. Merci infiniment, honorable Degbedi Denise. C'était un plaisir de vous avoir sur ce plateau et de vous avoir écouté tout au long de cette émission. Merci beaucoup. Je suis très heureuse de partager ce moment avec vous. C'est ça. Merci à vous aussi, chers téléspectateurs, de nous avoir suivis. Je recevais pour vous l'honorable Denise Degbedi, épouse Odumburo, députée à l'Assemblée nationale pour le compte de la 9e législature. Je vous retrouve très vite pour un prochain numéro de Femmes Leaders.